On en a un moment où on fait des propres remakes live de nos vidéos en voix off, ce qui est très flippant, ça fait un peu Disney cette affaire. Mais bon, on est parti pour La La Land, donc bienvenue dans les Cinédocs. Le premier film officiel à Hollywood de Damien Chazelle, c'est Whiplash, parce qu'il y a eu Guy and Madeline on the Park Bench quand il était étudiant en cinéma, donc on va pas le compter pour le moment. Et dans ce film-là, il a révélé plus ou moins Miles Teller au grand public, il ne le connaissait pas trop avec les 4 Fantastiques, c'était la bonne année pour lui. Du coup, pourquoi je vous parle de Miles Teller, c'est qu'à la base, on aurait dû l'avoir en tête d'affiche. Et s'il ne revient pas, c'est dû à différents justement avec le réalisateur. Avec lui, on avait aussi prévu Emma Watson, donc ça aurait pu être un duo Emma Watson, Miles Teller au lieu de Ryan Gosling, Emma Stone. On est plutôt content, je pense, parce qu'on a bien gagné au change, vu l'alchimie des deux et que c'est leur 3e film qu'ils font ensemble, et en plus de ça, qu'ils sont meilleurs potes dans la vraie vie, évidemment. Et Emma Watson, c'est elle n'a pas joué dans le film, c'est tout simplement qu'elle a refusé pour aller jouer dans La Belle et la Bête. D'ailleurs, c'est marrant, puisque Ryan Gosling, lui, il a refusé le rôle de la Bête dans La Belle et la Bête pour jouer dans La La Land. Le serpent se mord la queue, la boucle est bouclée. Ryan Gosling fait un très bon film et Emma Watson fait des trucs bizarres. Je vais passer sur Emma Watson. Triste pour Hermione Granger. D'ailleurs, un peu plus tard, Emma Stone elle a refusé le rôle dans Les Filles du Docteur March en 2019 parce qu'elle était occupée à faire la promotion de The Favorite, pour lequel d'ailleurs elle a été nominée aux Oscars. Et de son côté, c'est Emma Watson qui l'a remplacée. En fait, c'est à ce moment-là que le serpent il se mord la queue et que la boucle est bouclée plutôt. Du coup, je vous le disais, 3e fois que Ryan Gosling et Emma Stone jouent ensemble à l'écran. La première fois, c'était dans Crazy Stupid Love, ensuite dans Gangster Squad et enfin dans La La Land. D'ailleurs, il faut savoir que les 3 films se passent à Los Angeles et que dans les 3 films, ils se rencontrent alors qu'ils sont des inconnus au tout début du film. C'est d'ailleurs eux qui ont failli être le duo de diversion à la place de Will Smith et Margot Robbie. Vu la qualité du film, au final, c'est pas plus mal. Bien qu'il soit pas hyper mauvais non plus, on peut pas dire que ce soit du niveau de La La Land. La scène dans laquelle Mia, au tout début du film, elle se fait interrompre un petit peu par tout le monde pendant qu'elle doit pleurer, c'est une anecdote qui est inspirée de la vraie vie de Ryan Gosling, de l'une de ses séances de casting justement. Il a été interrompu pendant une scène émotionnellement puissante par le directeur de casting qui a reçu un coup de fil, et à la fin de son coup de fil, le directeur de casting lui a demandé de reprendre là où il en était, à savoir au milieu des larmes et des faciès bizarres, ce qui est quand même pas cool pour un directeur de casting, enfin normalement tu fais ton métier convenablement quoi. Mia, c'est quelqu'un qui s'en est en allé de l'université pour déménager à Los Angeles et tenter une carrière d'actrice. Eh bien c'est un petit peu pareil pour la vie d'Emma Stone, puisqu'elle a arrêté l'école à 15 ans, et qu'elle s'en allait directement à Los Angeles pour tenter de faire une carrière d'actrice. Je suis désolé pour ceux qui trouvent que Ryan Gosling il a vraiment un faciès mono-expression et même qu'il l'aime pas parce qu'il fait un petit peu tête à claque, mais on va vraiment lui lécher les boules. Donc si c'est votre cas, ne restez peut-être pas dans la vidéo parce qu'il a fait vraiment pas mal de choses qui sont assez incroyables pour un acteur dans ce film-là. Donc il faut bien le mentionner et le signaler forcément. Il n'a pas été nominé aux Oscars pour rien. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, il a appris à chanter, danser et faire du piano. Il a fait du piano pendant 6 jours sur 7, 2 heures par jour, pendant très longtemps. Tous les morceaux qu'il joue, il n'y a absolument aucune doublure, même pas sur les gros plans de main, c'est vraiment ses mains à lui. Il n'y a pas de CGI, il n'y a pas de doublure, il n'y a rien de trucs bizarres comme ça. C'est lui qui fait vraiment tout de A à Z. Et d'ailleurs, John Legend, qui lui est pianiste dans la vraie vie, quand ils se sont retrouvés sur le plateau de tournage, il a dit qu'il était plutôt jaloux de Ryan Gosling et de comment il avait appris si vite à jouer, parce que ça n'avait pas été son cas. D'ailleurs, à la base, Ryan Gosling, il sait faire de la guitare, John Legend, il sait faire du piano, et les deux, ils ont dû inverser et donc réapprendre entre eux comment faire, etc. Leur alchimie était assez bonne apparemment, même si John Legend était impressionné de jouer avec un acteur aussi talentueux que Ryan Gosling. Je dis talentueux pour les gens qui l'apprécient évidemment, dont moi je fais partie, c'est mon acteur préféré. Du coup, Justin Hurwitz, le compositeur du film, il a vraiment été impressionné par tout ce qu'il avait pu faire. Il dit c'est vraiment l'excellente surprise du film, c'est son talent à apprendre et à s'adapter à ce qu'on lui demande et à ce qu'on lui propose sur le tournage. Emma Stone, évidemment, elle a aussi fait pas mal de choses. Elle s'est entraînée avec Mandy Moore, qui est une chorégraphe, et elles ont appris à faire des claquettes, de la danse de salon, de la danse de jazz, etc. Emma Stone avait déjà fait quelques chorégraphies dans son enfance, mais là, c'était vraiment un level au-dessus et elle avait besoin de réapprendre. Et il y a un truc qui est d'ailleurs très particulier entre les deux, c'est que les deux sont censés être des amateurs et non pas des professionnels comme dans Black Swan, on l'avait vu par exemple, où il n'y a pas le droit à l'erreur. Ici, ils étaient presque encouragés à faire des petites erreurs à gauche à droite, des trucs qui se voient mais qui se voient pas trop non plus, parce que voilà, au final, ce sont des amateurs et ils ont le droit de se tromper, enfin, ils sont censés se tromper d'ailleurs, vu qu'ils sont pas pros. Damien Chazelle dit que c'était un petit peu la merde parce qu'ils avaient un niveau tellement élevé qu'il fallait leur demander de faire des erreurs du coup. Damien Chazelle, il l'a engagé dans un mariage depuis quelques années, mais il a aussi une ex-femme qui a beaucoup eu d'influence sur lui. Elle avait beaucoup influencé sur Whiplash par exemple, à l'époque ils étaient ensemble, mais il a aussi reconnu au dernier moment, avant la sortie du film, c'est assez rare d'ailleurs, il a demandé à rajouter son nom en fait dans le générique, parce qu'il trouvait qu'elle avait eu aussi beaucoup d'influence sur La La Land, même s'ils étaient plus ensemble. D'ailleurs, Olivia Hamilton est dans le film, c'est sa nouvelle femme, et elle demande à Emma Stone si c'est un croissant sans gluten ou pas, et elle demande le remboursement du coup parce que ce n'est pas un croissant sans gluten. Sa sœur qui s'appelle Anna, il me semble, elle fait aussi souvent des caméos dans ses films, et là pour le coup elle joue une danseuse de rue au tout début du film sur les voitures. Damien Chazelle, il connaît son compositeur Justin Hurwitz depuis l'université et depuis qu'ils ont 18 ans tous les deux. C'est quand même une belle amitié maintenant, puisque Damien Chazelle il a plus de 30 ans il me semble, et Damien Chazelle il espère que c'est lui qui composera la musique de tous ses films. Et quand on voit qu'il a signé la musique de La La Land, Whiplash et First Man, franchement on peut être que d'accord avec lui.
Will, ce compositeur, est extrêmement talentueux. Vu qu'ils se connaissent très bien depuis qu'ils ont 18 ans, ils sont un petit peu comme des frères et ils arrivent à se pousser mutuellement dans leur retranchement. Ce qui fait que Justin Hurwitz, le compositeur, je vous rappelle, il est souvent là en fait à la base des projets. C'est vraiment une pierre angulaire du projet, plus qu'un compositeur. Il va commencer à composer les musiques pendant l'écriture du scénario et du coup ils vont pouvoir les écouter pendant les écritures, pendant les réunions, etc. pour s'en inspirer et vraiment se servir de l'aura qu'elle dégage. Tout à l'heure, je vous parlais de la sœur de Damien Chazelle, Anna, qui fait un caméo au tout début du film. Eh bien, figurez-vous que cette scène est très particulière et elle a été très complexe à tourner. Vous devez peut-être vous en douter au vu des moyens logistiques mis en place. Elle était tellement complexe que dans les bureaux, eux, en pré-production, ils avaient des post-it avec sur les post-it le nom de chaque personnage qui devait danser, sur quel véhicule et quel véhicule devait être renforcé ou non. Ils avaient mis ça un petit peu comme une autoroute et dessus, ils disposaient un post-it, un véhicule, un nom, un post-it, un véhicule, un nom, etc. Et ça formait l'autoroute au final avec les personnes sur les voitures et les voitures à renforcer avec une couleur en particulier. C'est presque une réplique maquette carte mentale grandeur nature qui te permet de tout voir avant de le faire. Et c'est sympa. Du coup, ils ont dû répéter pendant 3 mois, tout le monde en permanence ensemble, et ils n'avaient pas le droit à la moindre erreur, puisque c'est un espèce de point de passage qui est extrêmement connu à Los Angeles. Et du coup, ils ont dû le louer, donc déjà, ça coûte de l'argent. Mais en plus de ça, Damien Chazelle, il a souhaité tourner en pellicule, et en pellicule, sur les caméras Panasonic, celle-là en particulier, il n'y avait que 10 minutes de batterie. Ce qui fait que c'est un petit peu la merde, tu peux pas lancer, relancer comme tu veux. D'ailleurs, ça a été tourné sous un soleil de plomb, à savoir 43 degrés, et chaque comédien avait un costume de rechange dans sa voiture, c'est à laquelle il était attribué, qui pouvait changer entre 2 prises, parce que sinon, bon, c'est plus des fringues, ça devient clairement une machine à laver, quoi. Du coup, Mandy Moore, la chorégraphe du film, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui a travaillé avec Emma Stone et un petit peu tout le monde, elle devait donner des instructions aux danseurs pendant la scène. Donc le seul truc qu'elle pouvait faire, c'était se cacher sous une voiture et hurler pour que tout le monde l'entende. Il y a une scène en particulier, d'ailleurs, c'est celle qui est sur toutes les affiches, à savoir quand Emma Stone et Ryan Gosling dansent pour la première fois et qu'ils commencent à se draguer un petit peu au pied de l'observatoire Griffith avec ce beau ciel violet en coucher de soleil. Ça a été pas mal galère à tourner. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le droit qu'à un créneau de 30 minutes par jour, exactement de 19h20 à 19h50 tous les jours, et du coup ils ont réussi à faire 5 prises, ce qui est pas mal, en 2 jours de tournage. En fait, vous savez, après la fête, ils descendaient, donc ensemble, ils parlaient, etc. C'est pour ça que ça prenait un petit peu de temps. Fallait qu'ils refassent tout, en fait, à chaque fois. Donc ils arrivaient là, ils tournaient, et après une voiture la ramenait tout en haut, et ils essayaient de retourner le plus vite possible. Du coup, il y a un jour où ils ont dû réussir à faire 3 prises, et ça doit mettre une sacrée pression quand même, faut pas trop se foirer, quoi. Et si vous vous demandez, c'est la 4e prise sur 5 qui est utilisée dans le film. Il y a une scène qui est très étrange aussi, avec une atmosphère assez envoûtante, enivrante. C'est la scène où ils sont dans le planétarium et qu'ils se mettent tous les deux à léviter. Vous savez, à la fin de cette scène-là, ils sont assis, ils se posent bizarrement sur un fauteuil et ils s'embrassent. Cette scène, elle rend bizarre parce qu'en fait, elle a été montée à l'envers. C'est-à-dire qu'à la base, ils sont assis sur le fauteuil, ils sont en train de s'embrasser, ils commencent par ça, et ensuite ils se lèvent. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils s'assoient bizarrement. Et puis ils décollent dans les airs avec un fil, etc. Et ils reviennent là où ils étaient de base. Donc nous, le point de départ, en fait, c'est le point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est le point de départ de la scène. Je sais pas si je pourrais trouver un making-of, j'essaierai de vous en mettre un si je trouve ça, parce que ça doit être grave intéressant à voir. Dans la scène d'où je vous parlais avant, l'espèce de crépuscule, on a Sébastien qui lui conseille de mettre la clé sous son menton pour que sa tête elle serve d'antenne. Et bien figurez-vous que cette astuce elle marche vraiment, sauf qu'en réalité elle ne donne pas le cancer parce que la plupart des clés de voiture elles ont une fréquence qui résonne bien avec l'eau et que le cerveau humain il est composé majoritairement d'eau. Sébastien il se présente à aucun moment dans le film à Mia et le truc c'est que du coup elle connaît pas son prénom, enfin elle doit le connaître mais elle l'appelle jamais par son prénom dans le film, ce qui est relativement cohérent. En même temps je suppose qu'elle a connu son prénom quoi, ils étaient quand même ensemble à un moment, enfin, j'espère. Lorsque Damien Chazelle il a parlé pour la première fois aux investisseurs du financement de La La Land, quelqu'un a demandé que le personnage de Sébastien soit changé de pianiste de jazz à musicien de rock. D'ailleurs, ce même financeur, il a demandé à ce que la fin douce amère de l'histoire elle soit abandonnée. Damien Chazelle, il a clairement refusé toutes les demandes et il est parti. Voilà encore une fois comment les mecs sont relous, c'est incroyable, financer un bon film les gars au lieu de vouloir faire de la merde tout le temps. Truc assez bizarre, c'est Blumhouse, enfin pas Blumhouse en tant qu'entité, mais c'est Jason Blum, la personne lui-même, qui a produit Whiplash. Peut-être Blumhouse d'ailleurs, bonne question. Figurez-vous qu'il était bien chaud de produire La La Land aussi, mais il a abandonné quand il a vu l'état du film. Comprends pas Jason Blum, tu veux des problèmes ou quoi? Voilà, ça c'est une menace de mort, ça, vous voyez. À un moment, Ryan Gosling, quand ils sont dans le club de jazz, il dit à Emma Stone qu'à Los Angeles, tout le monde aime beaucoup de choses, mais personne ne respecte rien. Et il tire tout simplement cette phrase de la bouche de sa femme, qu'il a entendu dire à un moment, Eva Mendes, et il l'a improvisé dans le film, du coup. Ça, à partir de maintenant, ça va spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez vous arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner. Et puis à la prochaine, du coup. Voilà, je vous fais pas de dessin. À la toute fin du film, on a Ryan Gosling et Emma Stone qui se regardent dans les yeux. Et quand Ryan Gosling il commence à jouer au piano la musique de Mia et Sébastien, alors on peut apercevoir ce qui se serait passé si c'était réellement une comédie musicale. Une comédie musicale, à savoir un truc tout formaté qui finit toujours très bien et qui est franchement sans saveur à force, on connaît la formule. Et donc quand cette scène très onirique, très étrange se termine, un petit peu comme la scène du planétarium, on revient à la réalité qui est un petit peu plus dure évidemment. Mais franchement, ce petit sourire à la fin, il fait quand même chaud au cœur, donc c'est déjà ça. On en a fini avec les anecdotes sur La La Land. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film et ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suppose que si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film. Sinon, vous êtes fait spoiler, c'est un petit peu dommage. Et puis on se dit à bientôt. Ciao!